C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, devoir de mémoire, l'armée béninoise se souvient des martyrs du 16 janvier 1977. Tôt ce matin, à la place du souvenir, elle a procédé à un dépôt de gerbes. À suivre la cérémonie. À suivre également le point du Conseil des ministres. Plusieurs décisions en ont découlé, notamment la politique nationale de financement du développement sur la période 2025-2033. Nous irons ensuite à la rencontre de Amsatou Aruna, symbole d'espoir et de résilience. Elle a un témoignage vivant que l'éducation peut transformer des vies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Ils sont morts pour leur patrie et 48 ans après, l'armée béninoise s'en souvient. Tôt ce matin, le chef d'état-major général des armées a procédé à un dépôt de gerbes en l'honneur des martyrs du 16 janvier 1977 à la place du souvenir en présence de quelques parents de victimes. Le point de la cérémonie avec Alain Sochoumen et Igor Ayoso. Le 16 janvier 1977, le Bénin a été victime d'une agression mercenaire visant à renverser le régime révolutionnaire au pouvoir à l'époque. L'armée béninoise aujourd'hui honore la mémoire des militaires ainsi que celle des citoyens qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que le 16 janvier, nous venons à la place des martyrs, place du souvenir aujourd'hui, pour commémorer cet événement que constitue l'agression du 16 janvier 1977. Il y a 48 ans, notre pays était attaqué. Des militaires, des civils mobilisés et déterminés ont fait face à la menace et notre pays n'est pas tombé. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. 48 ans après, c'est à une autre agression que fait face le Bénin. Son armée n'entend ménager aucun effort pour la défense des citoyens et de l'intégrité du territoire national. Vous savez, le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Venons-en maintenant au point du Conseil des ministres. Une des décisions majeures de la rencontre, l'approbation de la politique nationale de financement du développement pour la période 2025-2033. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2025, qu'a présidé le chef de l'État, M. Patrice Talon, relèvent essentiellement du chapitre des communications et en voici la teneur. En point 1, approbation de la politique nationale de financement du développement, PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures
et extérieure pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer. Ils se rapportent au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries et pistes dans les communes de Savalou et Banté. Les 10 travaux concernent la réhabilitation et l'aménagement de 18 km 022 de voiries dans la ville de Savalou, dont 2 km 974 de route en terre, l'aménagement de 6 km 881 de voiries et assainissement à Banté, ainsi que la réhabilitation de 53 km 46 de route en terre et pistes rurales dans les localités de Gouka et Pira de la même commune. Pour leur conduite dans les règles de l'art, à l'instar des travaux réalisés au niveau des villes ayant bénéficié du programme asphaltage, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets et entreprises expérimentés. En point 3, réalisation des études complètes d'aménagement de 1500 km de pistes rurales et 1071 km 487 de routes en terre classées. Ces études interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réfection des pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Les départements concernés sont la Libori, le Borgou, la Takora, la Donga, le Zou, les collines, l'Atlantique, le Koufo, le Mono, le Mé et le Plateau. Elles permettront une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations concernant l'aménagement de pistes rurales afin de les rendre carrossables en toute saison. Ainsi, les dites études, en plus de celles réalisées au titre de la campagne 2023-2024, serviront de base au programme d'aménagement des pistes rurales et routes en terre classées, projeté à partir de la campagne 2025-2026 en application de la nouvelle stratégie nationale de l'entretien routier. En point 4, agrément au Code des investissements. Les 2 sociétés concernées sont bénéficiaires du régime des investissements spécifiques du dit Code et sont porteuses de projets à même de contribuer au développement touristique et à l'attractivité de la destination Bénin. Il s'agit de Société civile immobilière native, SCI Native, pour son projet de rénovation de bâtisses afro-brésiliennes dénommé Native Hotel dans la commune de Ouida, lequel participe à l'amélioration de l'accueil des touristes en leur garantissant une hôtellerie de qualité où des œuvres d'art côtoient l'architecture d'origine et un design contemporain local. Lagardère Travel Retail Keila Bénin SAS, pour son projet d'ouverture de boutiques duty free à l'aéroport international de Cotonou, en vue d'offrir aux voyageurs une gamme plus variée de produits et souvenirs made in Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, M. Ibrahim David Salami est nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême sur proposition du président de la dite Cour et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Quelle est l'attitude du gouvernement après l'attaque du 8 janvier dernier qui a causé une trentaine de morts au sein des forces armées béninoises? Selon le porte-parole, le gouvernement a pris la mesure de cette situation. Il donne ici les explications au micro de Jérôme Mungbo, Patrice Rouyen et Mohamed Pio. Entre les lignes, vous soulignez le succès éclatant, je dirais époustouflant, et que l'on aura observé. Ce qui fait que, de par le monde, comme à l'intérieur du pays,
La satisfaction est au rendez-vous et chacun a pu être un peu bluffé quand même de voir que nous avons été capables d'organiser une manifestation de cette envergure avec autant de réussite. Je vais profiter de votre question pour dire que ça a été un choix assumé de tenir ces manifestations parce que nous n'avons pas vocation à céder à la provocation ou à céder aux criminels. Vous aurez néanmoins observé que le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le jeudi 9, au lendemain de l'agression, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement ne s'étaient portés sur les lieux. C'était notre façon d'être en communion avec les familles éplorées et avec la nation dans son ensemble. Mais après, nous travaillons à bâtir un Bénin résilient. Et il ne nous appartient pas de courber l'échine face à l'ennemi. C'est pour cela que nous avons tenu le pari de réussir cette organisation et de faire en sorte que le Bénin soit à la une positivement dans le monde. Ça a été le cas. Maintenant, oui, il y aura toujours moyen d'optimiser, d'améliorer des aspects sur les années à venir. Et je peux vous certifier que nous ne perdons pas le temps là-dessus. Le chef de l'État en premier, qui a convoqué déjà pour vendredi matin une réunion d'évaluation de cette édition des Vodou Days afin de projeter ce que pourrait être l'édition 2026 et que les équipes très tôt commencent à y travailler pour que l'expérience soit encore plus agréable pour tous ceux qui y vont, qu'ils soient des nationaux ou qu'ils soient des touristes. Et on a pu voir combien le nombre de touristes a été multiplié comparé à ce qu'on a observé l'année dernière. Et c'est cela la projection que nous faisons, c'est cela notre ambition, faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les Béninois du Bénin, ceux de l'étranger, que pour les touristes, les étrangers en général, qui pourront s'intéresser à la culture africaine, à la culture béninoise en particulier, et faire en sorte que d'année en année, le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année devienne un détour incontournable sur le circuit touristique mondial et que notre pays en tire le maximum de dividendes possible. Vous avez plutôt écouté le porte-parole du gouvernement sur le bilan de la première édition des Vodou Days. Quelle est l'attitude du gouvernement après l'attaque du 8 janvier dernier qui a causé une trentaine de morts au sein des forces armées béninoises, selon le porte-parole du gouvernement? Le gouvernement a pris la mesure de cette situation. Il donne ici les explications au micro de Jérôme Mumbo, Patrice Rouillet et Mohamed Pio. Je voulais d'abord, à l'entame de mon propos, relativement à cette préoccupation, réitérer les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et à la nation béninoise tout entière, étant entendu que le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, avait déjà formellement saisi chaque famille endeuillée d'un courrier officiel lui présentant les condoléances du gouvernement et indiquant les mesures d'accompagnement prévues par les textes, lois et décrets adoptés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement lui-même à l'initiative du chef de l'État et de son équipe, lesquelles mesures seront effectivement mises en œuvre au profit des ayants droit de ces compatriotes tombés en défendant la patrie. Relativement aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu, nous avons bien évidemment commencé à tirer les enseignements. La hiérarchie militaire s'est portée sur les lieux pour apprécier de visu ce qui a pu se passer. Le chef de l'État et son gouvernement s'en sont préoccupés. Des discussions ont eu lieu, des évaluations ont eu lieu, afin de voir comment optimiser encore notre stratégie et la façon dont le commandement se fait. Je voudrais ensuite vous dire que s'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins.
c'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée, des soldats debout, vaillants, prêts à défendre l'intégrité du territoire national en remplissant la mission que la nation leur a confiée, d'autant que le gouvernement, pour sa part, s'emploie à accomplir également sa part de mission. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Donc, mettre les moyens à leur disposition, mettre les hommes qu'il faut à leur disposition. Et quand je parle de moyens, des moyens adéquats. Et Dieu sait qu'ils en ont de plus en plus. Et s'il advenait qu'ils viennent à perdre leur vie en défendant la patrie, le meilleur hommage encore que nous puissions leur faire, en gardant le souvenir de leur combat, de leur mémoire au chaud dans nos cœurs, c'est encore d'accomplir les devoirs que les lois et règlements nous imposent en direction de leurs ayants droit, notamment leurs familles et particulièrement leurs enfants. Et là-dessus, l'assurance que je voudrais vous donner, à la suite du courrier envoyé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, c'est que les engagements de l'État seront honorés par la République, par le gouvernement, et c'est ainsi que nous devons fonctionner pour donner la garantie à tous ceux qui, au péril de leur vie, nous assurent la sécurité quotidienne, assurent l'intégrité territoriale, leur donner la garantie, disais-je, que la République sera toujours à leur côté, que le gouvernement il est mobilisé pour être à leur côté, leur créer les conditions favorables d'exercice de leur métier, mais si d'aventure, et je touche du bois en espérant que cela ne viendra plus, ou en tout cas que cela viendrait le moins possible, si d'aventure on en arrivait là, que leurs familles, leurs enfants. Samedi dernier, c'était l'épilogue des Vodun Days 2025, des moments que les touristes ne sont sûrement pas prêts d'oublier. Retour sur le répertoire des artistes qui ont presté sur scène les 9 et 10 janvier dernier. Un commentaire signé Rebecca Kinjande.
Un hymne au vaudou pour planter le décor de ce concert de musique moderne dédié à la célébration des religions traditionnelles du Bénin. Sur scène, l'orchestre Ezatonique, un groupe de musiciens professionnels et expérimentés. Et c'est cet orchestre qui va accompagner sur cette scène des Vodou Days bon nombre d'artistes comme Ami Mako ou encore Gis et Instime. Ces 6 mains sur ces notes de musique moderne d'inspiration traditionnelle, une nuance zouk et afro-pop enflamme la piste avec ses titres Agondo, Lemiwe ou encore Daga. Axel Meryl et Richa Flash vont clôturer le ballet des artistes nationaux pour cette première partie du concert du 9 janvier et laisser place au mythique groupe antillais originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, le groupe Kassav. Tout feu, tout flamme, ambiance électrique, mais surtout nostalgique. La deuxième soirée des Vodou Days va être consacrée à la musique traditionnelle. Tour à tour, Gbezé, Anis Pépé, Barasounon, Alec Péranhou, le ballet national Bénin International Music ont provoqué l'excitation et enflammé le podium des Vodou Days 2025. Sans oublier bien évidemment le groupe Kumpa et Kabagrove, les frères Totin et l'homme orchestre Sagboron Danielou, fidèle à son timbre vocal particulier, empreint d'énergie et accrocheur. Et l'une des sensations de cette première édition des Vodou Days, le jeune Boboé. Avec son style hip-hop qui puise dans les rythmes traditionnels, il a su se faire remarquer et captiver l'attention du public. Les Vodou Days, une vitrine de la richesse culturelle du Bénin, un événement désormais incontournable pour tous les amoureux de la culture béninoise, des soirées qui resteront sans doute gravées dans les mémoires des spectateurs et des téléspectateurs. Une fois encore, merci à nos autorités, merci de tout cœur. On prend la direction de la région Agonli. À Zanyanando, la place Les Rogniers a été le théâtre de démonstrations de diverses religions traditionnelles. Dignitaires du Vaudou, acteurs culturels et leaders politiques ont pris une part active aux festivités. Pierrette Adanyossi pour les précisions. Du sport pour célébrer les religions traditionnelles en région Agonli. La pétanque, une des trouvailles de Isidore Mouedo, initiateur et digne fils de Zanyanando. À l'instar du gouvernement qui a institué la fête de Vodou Days à Ouida, les fils et filles de Zanyanando ont voulu, dans le même ordre d'idées, célébrer Vodou Days à Zanyanando. La première étape, c'est celle-ci, la compétition des boulistes qui sont venus d'un peu partout, de Webo, de Savé, de Kouandé, de Boycon et d'Abomé. Le sport boule laisse place au rituel dédié au Vaudou.
En présence de Sa Majesté Dada Agoni Rossou Yetta Kondi, roi de la région d'Agoni, des prières sont dites pour conjurer le mauvais sort et implorer Dieu pour la paix et l'unité nationale. Dans l'univers mystique des divinités locales, les fidèles ont presté au rythme des tambours avec des pas de danse. Le public venu en masse a pu admirer la richesse et la diversité culturelle de Zanyanando au détour d'un géant concert dédié aux artistes de renom de la localité. C'est une organisation qui mérite d'être accompagnée. C'est tous les fils, toutes les filles de Zanyanando qui doivent s'unir pour accompagner cette idée du chef de l'État, qui est de nous retrouver en 2 ou 3 jours pour reconnaître notre origine, notre identité culturelle. Les artistes sont venus de Zanjanado, de Kove, de Zakuta et de Wanki pour venir agrémenter donc la soirée. Je crois même que moi-même je suis dépassé par l'ampleur que cette première édition de Vaudou Days a pris donc dans la région Agoni. Le vaudou, c'est l'unité et c'est ça que le docteur Mouedo a compris. À travers lui, le conseil communal de Zanyanando et moi-même, nous disons merci à un homme, le président de la République, le président Patrice Talon, qui a voulu donner de la valeur à notre culture parce que nous sommes africains, nous sommes d'Agoni et donc nous sommes de la culture vaudou. Faisant d'une pierre deux coups, les membres de l'association des Dompégan et Asuka de Zanyanando ont également installé leur nouveau bureau. Dignitaires et têtes couronnées invitent les filles et fils de Zanyanando à mettre fin aux différents clivages afin de se concentrer uniquement sur le développement de Zanyanando et de la région Agoni. Allons maintenant à la rencontre d'une jeune fille, symbole d'espoir et de résilience. Elle a un témoignage vivant que l'éducation peut transformer des vies. Amsatou Aruna est docteure en médecine générale, un rêve qu'elle a nourri et entretenu depuis son enfance malgré les bouleversements de la vie. Amsatou Aruna, un parcours inspirant entre résilience et espoir. C'est un portrait de Benjamin Denayon, Mathieu Sokenou et Ulvaeus Balogun. Son histoire aurait pu être celle de nombreuses jeunes filles issues de milieux défavorisés qui voient leurs rêves s'envoler faute de soutien et d'accompagnement. Originaire de Guinée dans la commune de Malanville, à plus de 700 km de Cotonou, Amsatou Aruna aurait pu voir son avenir bousculé. En classe de terminale, elle perd son père, principal soutien de sa famille. C'est vrai que tout le monde voulait que j'aille à l'école, essentiellement maman. Mais la perte d'un être aussi cher devrait marquer la vie. Un moment difficile dont elle se souvient encore. C'était que j'étais encore enfant et peut-être que je ne réalisais même pas ce que ça faisait perdre un être cher. Mais avec le temps, plus les années passaient, plus je me rendais compte de ce que sa présence signifiait. Mais son histoire prend un tournant inattendu grâce à une organisation non gouvernementale engagée pour l'éducation des enfants vulnérables. Je pense qu'ils étaient venus rencontrer les autorités de l'école pour pouvoir apporter leur aide à l'école ou prendre leurs besoins sur place et voir dans la mesure du possible comment les aider. C'est à cette occasion-là, très souvent, je déclame des poésies, souvent préparées, parfois improvisées. Et ce jour-là, c'était improvisé. Et comme j'avais encore ce sentiment de perdre l'être cher, où je ne savais pas forcément ce qu'allait devenir mon avenir, je ne savais pas si c'était vraiment
si je pouvais continuer, est-ce que je pouvais nourrir encore mon rêve de devenir médecin? Est-ce que c'était permis pour moi d'avancer dans les études? Donc j'avais évoqué tout ça, c'était vraiment un mélange de sentiments. Et je pense que ça les a touchés. Son papa venait de passed away, il venait de mourir, faire sa transition. Et elle me parlait, et pendant qu'elle me parlait, j'étais avec deux de mes partenaires. Ils se sont mis à pleurer, mes partenaires pleuraient. J'étais obligé de pleurer, moi aussi, et essayé de pleurer. Avec un soutien financier pour ses frais de scolarité, mais aussi un encadrement psychologique et moral, le rêve d'Amsatou prend forme. Aujourd'hui, diplômée de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, elle est passionnée par la recherche et les pratiques cliniques innovantes. Ma thèse a porté sur les fractures trochantériennes. Avec le travail que j'ai eu à faire, on a vu que ce sont des fractures très fréquentes au Bénin. Et malheureusement, c'est des fractures qui devraient être prises en charge en urgence. Parce que qui dit fracture dit beaucoup de dépenses à l'hôpital. Et aujourd'hui, le patient lambda ne peut pas s'offrir un traitement chirurgical. Et quand on dit fracture de hanche, le traitement doit être chirurgical. On ne peut plus parler de traitement fonctionnel, on ne peut plus parler de traitement orthopédique, c'est chirurgical. Et ça permet aux patients de se relever même le lendemain si la prise en charge est faite aussitôt. Forte d'une expérience en gestion des maladies tropicales négligées, en santé sexuelle et reproductive et en médecine d'urgence et secourisme, elle aspire à se spécialiser en chirurgie viscérale ou en gynécologie obstétrique. J'ai toujours rêvé d'être une chirurgienne. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, ça ne se fait pas au Bénin parce qu'au Bénin, on fait de la chirurgie générale. Mais moi, j'aurais besoin d'être plus spécifique, de me concentrer sur la chirurgie digestive ou à défaut faire de la gynécologie et ça m'aidera à être à côté de deux âmes précieuses, la mère et l'enfant. Même si le rêve nourri par Amsatou n'est pas encore atteint, son parcours illustre l'importance de l'éducation et de l'accompagnement pour briser les cycles de pauvreté et d'injustice. Elle est aujourd'hui une source d'espoir pour son village guinéen et au-delà, montrant qu'avec le soutien adéquat, aucun obstacle n'est insurmontable. Et cette histoire émouvante met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.